Bienvenue sur le plateau de la première émission de Code Justice, la web TV d'information, de décodage de l'actualité juridique, des problématiques des domaines d'activité de la justice et des professions du droit. Code Justice est soutenu par la Chambre nationale des commissaires de justice. Le lancement de Code Justice coïncide avec le premier anniversaire de la nouvelle profession des commissaires de justice. Benoît Santoire est président de la Chambre nationale des commissaires de justice. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Corentine. La nouvelle profession de commissaire de justice, qui je le rappelle est issue du rapprochement entre les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, est donc née le 1er juillet 2022. Être une profession très jeune, c'est une force ou c'est un handicap ? Alors c'est à la fois une profession très jeune, puisque nous allons fêter son premier anniversaire dans quelques jours, mais c'est également une profession très ancienne, puisqu'en fait c'est sous Louis XIV qu'a été créée la charge d'huissier-priseur. Et puis, cette charge a disparu au moment de la Révolution française. Et aujourd'hui, finalement, on revient un petit peu, en quelque sorte, à l'Ancien Régime. Alors, pouvez-vous nous rappeler rapidement les missions du commissaire de justice ? Alors, le commissaire de justice, c'est un juriste de proximité au service de la justice. Il exerce des fonctions variées, des fonctions dites monopolistiques que seul le commissaire de justice peut réaliser. Par exemple, l'exécution des décisions de justice ou la signification des actes judiciaires. Mais il exerce également des missions dites concurrentielles, donc beaucoup plus variées, comme le constat, puisque le constat de commissaire de justice a force probante, l'activité d'administrateur d'immeubles, de médiation, de syndic de copropriété, le recouvrement amiable. Voici un petit peu toutes les missions du commissaire de justice aujourd'hui. Et quel bilan vous pouvez dresser de cette première année de votre nouvelle profession ? Nous l'avions axé, si vous voulez, sur une restauration de la confiance. Restauration de la confiance avec les pouvoirs publics, qui était pour nous très importante. Et cette restauration de la confiance a permis de mettre en place un certain nombre de leviers pour la profession, et notamment des réformes qui vont, je l'espère, voir le jour dans quelques semaines ou quelques mois. Et restauration de la confiance entre l'institution Chambre nationale et les professionnels. Et je crois aujourd'hui que nous avons réussi ce premier pari. Et dans quel domaine souhaitez-vous particulièrement vous positionner dans les années à venir ? Avec l'évolution, on le voit, de l'intelligence artificielle et tous les problèmes ou toutes les dérives qui peuvent engendrer cette intelligence artificielle, je souhaiterais qu'on se positionne dans l'administration de la preuve. Aujourd'hui, encore une fois, le constat de commissaire de justice à force probante, parce qu'il y a un vrai déplacement du commissaire de justice in situ, et je crois que c'est un rôle à jouer dans l'avenir. Et vous allez voir que c'est une excellente transition pour lancer la deuxième rubrique de notre émission, Décodage Innovation. C'est un sujet d'actualité brûlante qui alimente tous les fantasmes, l'intelligence artificielle. Avec l'accessibilité nouvelle de ChatGPT, un agent conversationnel, un chatbot qui utilise l'intelligence artificielle pour dialoguer, le sujet est devenu très grand public et soulève de nombreuses réflexions, interrogations, voire inquiétudes. Et les professions du droit dans tout ça, comment vont-elles négocier ce fameux virage de l'intelligence artificielle ? Pour en parler, Benoît Santoire, président de la Chambre nationale des commissaires de justice, Nathalie Navon-Soussan, avocate au barreau de Paris, membre fondatrice du conseil d'administration d'Avocap, une structure qui réunit plus de 300 avocats en Europe, Arthur Cazalet, qui est notaire, rapporteur du congrès des notaires sur le numérique, et Jean-Philippe Riant, directeur de projet intelligence artificielle et ancien professeur associé de l'université Sorbonne Nouvelle. Pour ouvrir ce sujet, je vous propose de vous lire la réponse de ChatGPT que nous avons interrogé sur le rôle que l'intelligence artificielle tiendra dans l'avenir des professions du droit. Voilà ce que dit ChatGPT. L'intelligence artificielle devrait jouer un rôle significatif dans l'avenir des professions du droit. Voici quelques-uns des domaines où l'intelligence artificielle pourrait avoir un impact. Automatisation des tâches routinières, recherche juridique avancée, analyse prédictive, assistance aux clients, gestion des données des documents. Il est important de souligner que l'intelligence artificielle ne remplacera pas complètement les avocats et les professionnels du droit,
mais elle agira plutôt comme un outil d'assistance. Les compétences humaines, telles que l'interprétation des lois, la négociation, la prise de décision, resteront essentielles dans la pratique du droit. L'intelligence artificielle peut contribuer à améliorer l'efficacité et la précision du travail juridique, libérant ainsi du travail pour des tâches plus spécialisées et à plus forte valeur ajoutée. ChatGPT pourrait en plus analyser des contrats et rédiger des documents tels que des accords, des lettres juridiques et des avis juridiques. Président Santoire, que pensez-vous de cette réponse de ChatGPT? C'est une réponse consensuelle, Corentine, et nous allons suivre avec intérêt l'évolution de ChatGPT. Je remarque qu'il ne faudrait pas que ces réponses arrivent à une dérive. Les professions du droit sont très attentives à cela. Je constate également que récemment, un moratoire a été réclamé par de grands professionnels comme Elon Musk ou le cofondateur d'Apple sur l'intelligence artificielle. Attention, le tiers de confiance doit rester le juridique et non pas le numérique. Alors, on comprend bien votre position sur la maîtrise des risques, mais l'intelligence artificielle peut être également une opportunité? Alors, je le crois en ce qui concerne la profession de commissaire de justice. Il y a un réel intérêt certain pour les commissaires de justice de démontrer la preuve qu'ils sont des tiers de confiance. On le voit de plus en plus, le développement de l'intelligence artificielle, c'est aussi le développement de faux, de fake. Et dans le cadre de l'administration de la preuve, notamment la preuve numérique, photographique, vidéo, je crois vraiment que le constat de commissaire de justice, puisqu'il a force probante, puisqu'il y a déplacement du professionnel en situation, que ce constat est fait de manière personnelle, je crois que notre valeur ajoutée, c'est cela. Et que nous devons être en fait un interface entre un monde virtuel et un monde réel. Et vous alors, Maître Navon-Soussan, que pensez-vous de cette réponse de ChatGPT? Elle me paraît assez raisonnable à première vue. Et comme toujours, il faut aller un peu au-delà de la réponse qui nous est donnée. En tout cas, dans ma pratique professionnelle, l'intelligence artificielle a pris une place importante. Elle a même révolutionné ma pratique, alors que je ne suis pas d'une génération où c'était si simple pour moi. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je travaille très différemment grâce à l'intelligence artificielle. Donc je ne le vois pas du tout comme un danger, mais comme un outil. À l'époque, les maçons avaient un tablier, un fil à plomb, une équerre pour travailler. Nous avons aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle qui, bien maîtrisés, lorsqu'ils sont effectivement des outils issus de la recherche qui sont éthiques, nous aident, je crois, à développer nos compétences. Justement, racontez-nous comment ChatGPT a changé la pratique de votre métier d'avocate. Alors, ChatGPT n'a pas changé véritablement mon métier d'avocate. Moi, je me sers plutôt à la fois d'outils de moteurs de recherche très, très pertinents et qui aujourd'hui me donnent des masses d'informations pour travailler dans les dossiers, et d'un outil d'intelligence artificielle, donc très différent de ce qu'on évoque là, qui s'appelle Case Law Analytics, qui est un outil de réduction de l'aléa judiciaire. Aujourd'hui, je suis en mesure de dire à mes clients, voilà, on peut provisionner le risque grâce à un outil qui vient d'un mathématicien qui est probabiliste, qui a créé cette start-up. Je peux vous dire aujourd'hui, eh bien, quelle est la fourchette indicative de vos chances de succès. Donc, c'est tout sauf de la prédiction. C'est en réalité une aide à la décision stratégique dans un dossier. Mais au-delà de ça, pour faire cet outil, pour remplir cette requête au travers de Case Law Analytics, par exemple en matière de prestations compensatoires. Donc, je dois d'abord structurer mes données. L'âge des époux, la durée du mariage, etc. Et notamment les droits des époux dans la liquidation. Ça, c'est un fait juridique que seul un avocat peut qualifier. Donc la qualification d'un fait, elle appartiendra toujours aux avocats. Donc à mon sens, nous n'avons rien à craindre d'un outil comme l'intelligence artificielle. En revanche, ce qui est absolument passionnant, c'est que très rapidement, j'ai un résultat dans 60% des cas, ma cliente ou mon client n'aura pas plus que 50 000 € de prestations compensatoires. Qu'est-ce que je fais avec ce résultat? Je peux dire à mon client, voilà, dans 50% des cas, 60% des cas, on n'aura pas plus de 50 000 €. Est-ce qu'on va vers les méthodes alternatives de règlement des différends ou est-ce qu'on va en judiciaire? Voilà, c'est un outil précieux pour conseiller nos clients au mieux de ce qu'on peut faire
Et je crois qu'aujourd'hui, on s'accorde tous pour dire qu'on ne va plus aller dans les bibliothèques, regarder toutes les données comme je le faisais au début lorsque j'ai prêté serment. Aujourd'hui, en quelques minutes, j'ai une somme d'informations absolument fabuleuses qui sont des méthodes scientifiques, réellement, donc d'analyse de toutes les décisions de justice qui ont été rendues. Et je peux vraiment remplir mon rôle de conseiller au mieux, je crois, pour mes clients. Donc plutôt un atout qui ne met pas en danger la profession d'avocat. Mais comment vous représentez votre profession dans 10 ans, maître? Comme l'avocat augmenté. C'est-à-dire qu'effectivement, si toutes les recherches que je devais faire, qui sont très fastidieuses, si toutes mes méthodes d'évaluation des prestations compensatoires, très fastidieuses, me prenaient énormément de temps, je gagne ce temps pour mieux conseiller, mieux accompagner, mieux écouter mon client. Je gagne ce temps aussi pour développer les méthodes alternatives de règlement des différends, la médiation, le processus collaboratif, grâce aussi à une objectivisation des données. Où est-ce qu'on mène nos clients lorsque le résultat est de 40 000 €? Où est-ce qu'on les mène lorsqu'on voit que l'aléa judiciaire est finalement plutôt réduit? Est-ce qu'on ne peut pas les mener vers une alternative? Donc c'est ça, moi, qui me passionne, c'est de pouvoir les accompagner, de pouvoir les conseiller au mieux et effectivement de gagner du temps en compétences. Moi, je n'y vois vraiment que quelque chose de satisfaisant pour ma profession. Alors, je vais maintenant me tourner vers les notaires. Maître Arthur Cazalet, est-ce que vous avez des remarques sur la réponse de ChatGPT? Alors, je partage l'avis du panel d'intervenants. Ça reste une réponse assez timorée. Mais c'est parce que ce logiciel est fait pour produire du consensus. Et donc, il est évident que le consensus dans les métiers du droit, c'est de dire que l'intelligence artificielle reste un outil plutôt de back-office avec des aides ponctuelles à la production. Et c'est comme ça que ça se présente. Et d'ailleurs, on pourrait remplacer le terme intelligence artificielle par informatique. Qu'est-ce que l'informatique va apporter? Et nous, donc, de le Congrès des notaires sur le numérique, on a cherché justement cette question de l'informatique dans le métier de notaire. Et on s'est rendu compte que ces questions que vous posez là ont été posées dans les années 80, à l'époque où l'informatique a été généralisée, où les notaires se demandaient s'ils allaient être remplacés, comment ils allaient exercer, en passant peu à peu du papier à l'informatique. Et aujourd'hui, cette question pour moi n'est pas une question, c'est plutôt un fait qu'il faut accompagner. L'expert ne sera jamais ChatGPT. ChatGPT sera un assistant. À nous d'y mettre une couche d'expertise qui soit favorable. Et donc, je ne vois pas un vecteur d'inquiétude. C'est plutôt un élément aujourd'hui sur l'aspect conversationnel de ChatGPT qui va apporter les populations à s'approprier ce type d'outil et donc à y adhérer peut-être. En tout cas, les professionnels du droit doivent voir au-delà de cet aspect un peu de mode et se rendre compte que c'est quelque chose qui doit implémenter leur pratique professionnelle, leur logiciel, aider à designer aussi la manière dont ils travaillent et comment ils conçoivent leurs outils informatiques, mais en aucun cas le voir comme un vecteur de remplacement. Et l'aspect conversationnel, je pense, avec les clients ne doit pas être remplacé par un chatbot, parce que ce serait dramatique de devoir accompagner nos clients avec des réponses standardisées qui seront très probablement éloignées de leurs problèmes pratiques. Et où en êtes-vous alors du projet Victor IA, que vous aviez lancé il y a 2 ans maintenant? Donc les notaires sont très digitalisés, ça fait quelques années donc qu'ils travaillent sur l'intelligence artificielle, donc sur un aspect big data. Et l'idée, c'était pour certains professionnels notaires qui pratiquent ce qu'on appelle des data rooms, donc des espaces de travail collaboratifs où il y a beaucoup de documents, des grosses bases de données. La vérité, c'est qu'on reçoit beaucoup des clients, beaucoup de données qui sont pas bien indexées. Et d'ailleurs, ça se revoit dans leur logiciel. Si vous allez chez vos clients, souvent les professionnels, les assureurs, enfin tous ceux qui détiennent de l'immobilier, ils ont beaucoup de données qui sont pas très bien indexées. Donc eux-mêmes bénéficient d'ailleurs petit à petit des outils d'IA. Et donc on reçoit une masse de données très importante. Et nous, on a un travail du coup de mise en forme et pour implémenter tout ça dans ce qu'on appelle une data room, donc avec une base de données ordonnée, tout est classé, tout est renommé et tout a le sens que c'est censé avoir, avec les conséquences juridiques qui s'y attachent. Et ça, aujourd'hui, on a commencé par 20 documents, donc 20 séries de documents types, où on a fait tourner l'intelligence artificielle. Donc c'est itératif en disant ce qu'est censé dire un document, ce qu'il n'est pas censé dire, détecter les erreurs, le classifier. Et en fait, on est parti de 20, et là aujourd'hui on travaille sur un modèle de 300, donc 300 types de documents qui commencent à couvrir quand même un très large spectre des documents qu'on a à traiter. Et in fine, l'objectif c'est de déployer ça, je pense, 2024, on y croit, pour les notaires qui ont ce type d'activité, parce que tous les notaires n'ont pas besoin de data room qui vont gérer 500 documents.
pour pouvoir, en un clic, je mets ma base de données et il va me proposer en fait de ranger tout ça, d'y donner un sens, détecter les conflits, qui me permet de très rapidement donner une solution à mon client. Y a-t-il autre chose, un autre domaine dans lequel ChatGPT pourrait vous aider, vous les notaires? Je pense que tous les métiers du juridique doivent s'interroger quelles sont leurs tâches à faible valeur ajoutée qui peuvent bénéficier de l'informatique. Est-ce que l'informatique, après, doit s'associer à des outils tels que l'IA, tels que la blockchain? Je pense pour les huissiers, notamment, les commissaires de justice, c'est quelque chose de très important, peut-être même plus que pour les notaires. Et toutes ces technologies, en fait, marchent ensemble. Et l'intelligence artificielle, en fait, certains vous disent que ça n'existe pas. Donc ça, c'est un autre débat. Et vous, Jean-Philippe Riant, que vous inspire la réponse de ChatGPT en tant que directeur de projet intelligence artificielle? Ça m'inspire qu'en fait, ChatGPT a réussi à rentrer aussi bien sur les plateaux de télé que dans les foyers très très rapidement. Moi, je pense qu'au-delà en fait de la réponse qui a été faite, s'il y a quelque chose dont on doit s'étonner et qui doit nous satisfaire, c'est la capacité aujourd'hui que ChatGPT a démontré dans l'interprétation du langage. Finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on lui pose une question, qui est une question quand même beaucoup plus riche que ce qu'on pose à Google en général. Il est en capacité de nous fournir un texte structuré à partir d'une question qui est une question elle-même structurée. Et ça, en soi, pour moi, c'est vraiment la rupture. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose, si vous voulez, dans la manière, dans l'interface homme-machine, on parle souvent d'interface homme-machine, il y a quelque chose de nouveau, en fait, qui réside dans l'interprétation du langage et dans la manière dont, finalement, l'ordinateur est capable de comprendre ce qu'on lui demande. Et ça, c'est fondamentalement nouveau. Voilà. Et ensuite, dans la capacité qu'il a à structurer la réponse. Après, qu'on l'utilise pour lui poser des questions, si vous voulez, pourquoi pas, qu'on l'utilise pour reformuler du texte, ou voilà. Là, finalement, dans votre réponse, vous n'avez que la vision qu'il a des développements du droit et de l'intelligence artificielle jusqu'en 2021. Il manque 2 ans, puisque l'apprentissage de ChatGPT s'est arrêté en 2021. Donc on ne peut pas dire qu'on a forcément les tendances qui sont les plus à jour, mais ça nous dit quelque chose. Mais par contre, il a compris votre question. Et vous comprenez sa réponse. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Vous avez raison, le grand public a découvert l'intelligence artificielle et ChatGPT il y a quelques mois. La question qu'on se pose, c'est à quel horizon se dessine la généralisation de l'utilisation de l'intelligence artificielle, et plus particulièrement dans le domaine juridique? Écoutez, là, on est sur un plateau, il y a 3 professionnels du droit, il y en a 2 qui disent « moi, je l'utilise ». Donc je ne sais pas à quel horizon la généralisation dépend de monsieur, pour qu'il soit le 3e, mais quand on sera à 3, a priori, on aura généralisé, vous voyez. Donc on n'est pas si loin quand même, on est à 2/3 de la généralisation sur le plateau. Bon, moi j'en vis, hein. Donc vous voyez, on est plutôt à 3/4. Donc fondamentalement, je crois que la question de la généralisation et de l'horizon, elle se pose pas. Elle se pose pas. La preuve, vous faites une émission dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que pour des raisons qui sont des raisons finalement assez évidentes, le droit est sûrement le métier, ou en tout cas un des métiers, mais je pense que c'est le métier le plus mûr pour faire du traitement de données massives, parce qu'elles ont l'avantage d'être souvent assez structurées, surtout cohérentes, c'est que du texte. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup de texte. Et donc, à partir de là, comme les algorithmes de traitement du langage naturel de manière générale ont beaucoup progressé, on a des capacités de traitement et d'analyse qui sont réelles, et on a beaucoup de données d'apprentissage. Et je terminerai là-dessus. Il y a quand même quelque chose de génial, c'est qu'on a souvent des documents et une décision. C'est-à-dire qu'on a en plus, si vous voulez, il y a des documents, on pourrait avoir toutes les plaidoiries et la décision. Donc on est capable, si vous voulez, d'associer finalement la qualité d'un document au résultat final. Et ça donne des possibilités d'apprentissage aujourd'hui qui sont colossales et qui permettent en fait véritablement de construire des systèmes d'aide à la décision, comme vous le disiez. Et c'est très, très intéressant que Madame avocate parle de se sentir augmenté. C'est un terme qui a émergé dans l'intelligence artificielle dans le livre Deep Thinking de Garry Kasparov, où il dit en fait, quand j'ai perdu contre l'ordinateur aux échecs, plein de gens avaient prévu que ce serait la fin des échecs, et non, en fait, on est devenus des centaures, on est devenus en fait des joueurs augmentés, et aujourd'hui, on se sert des ordinateurs pour devenir meilleur et pour s'entraîner, et donc en fait, ce sont des personnes de meilleur niveau qui sont mieux entraînées
Et donc j'imagine demain, vous aurez votre système d'aide à la décision, votre confrère aura aussi son système d'aide à la décision qui lui donnera 53% quand vous avez 67%. Alors vous débattrez pour savoir si effectivement les données que vous avez rentrées, et là vous serez complètement dans votre métier. Donc en fait oui, l'horizon c'était hier. Ça risque d'aller très vite, encore plus vite que ce qu'on imagine. Ça va ressembler à quoi l'intelligence artificielle dans quelques années ? Pour les métiers du droit, l'intelligence artificielle dans les années qui viennent, ça va ressembler, je ne sais pas si c'est une accélération, peut-être simplement une consolidation de ce dont vous avez parlé. C'est-à-dire que c'est complètement normal qu'on ait une aide à la décision, c'est même anormal qu'on n'en ait pas jusque-là. Voilà. Donc, si vous voulez, quand on sort le matin, je vous rappelle que le système d'intelligence artificielle qu'on utilise tous, quasiment tous les matins, c'est la météo. Et ça mobilise l'ordinateur le plus puissant en fait qu'il y a en France, qui sert pour faire des simulations d'explosion nucléaire et pour faire la météo. Mais on a besoin d'une probabilité pour savoir si on prend un parapluie ou pas, si on prend un pull ou pas, etc. On est exactement dans la même problématique là, dans ce cas-là. Donc l'intelligence artificielle demain fera qu'on oubliera qu'on utilise de l'intelligence artificielle pour le droit. L'expertise humaine sera toujours au-dessus, la responsabilité civile, pénale sera toujours au-dessus de l'intelligence artificielle et de ChatGPT. Tout simplement parce que quand il y a des décisions à responsabilité qui peuvent engager, c'est tout le débat qu'il y a sur les véhicules autonomes notamment, c'est que quand à un moment de toute façon il y a une responsabilité qui est engagée, ça peut pas être une machine. Et donc il faudra bien qu'à un moment il y ait quelqu'un qui signe et qui prenne la responsabilité comme un chirurgien ou qui de toute façon est responsable. Donc ça je pense que, et puis oui, il y a un moment il faut bien faire des choix et ces choix-là il faut bien les discuter, les négocier et ça c'est heureusement une affaire d'être humain. Quelqu'un veut réagir et nous dire un dernier mot sur l'intelligence artificielle de demain ? De demain, je ne sais pas, mais effectivement, elle est déjà là aujourd'hui. Nous, on est presque 300 au cabinet. On est tous aujourd'hui équipés d'outils d'intelligence artificielle. Et vraiment, moi, j'ai le sentiment d'être encore plus en maîtrise que je ne l'étais. C'est-à-dire que je sais que personne d'autre que moi ne peut qualifier juridiquement un fait. Et je crois que c'est ça le point de jonction entre les mathématiques et le droit. C'est tout à fait ça. Donc le mariage des mathématiques et du droit, il est parfait finalement. Je crois qu'il ne peut que nous mener vers le meilleur conseil possible pour nos clients. Jean-Philippe Riant. Il faut se rappeler que l'intelligence artificielle, pour bien fonctionner, elle a besoin de données en entrée. Et qualifier les données en entrée, choisir les bonnes données en entrée, faire en sorte de savoir ce qui finalement est un cas typique ou un cas atypique, ça, pour l'instant, c'est nous, vous experts, et nous techniciens qui créons les conditions pour qu'on soit en capacité, en fait, comme ça, de trier ce qui est représentatif et ce qui ne l'est pas. Donc dans tous les cas, les programmes d'intelligence artificielle sont créés par des professionnels. Il y a souvent des équipes métiers qui sont très impliquées dans les développements de programmes. Et donc les équipes métiers, c'est des avocats, des notaires, des commissaires de justice. On a besoin en fait véritablement de la connaissance pour arriver à créer les conditions de l'apprentissage le plus adapté. Et ça, en fait, comme vous le disiez, la qualification des données reste en fait une affaire de professionnels. Savoir quelle est la donnée pertinente, quelle est la donnée n'est pas pertinente, ça c'est une affaire de professionnel. Donc ça restera longtemps une affaire de professionnel. Et ce sera le mot de la fin sur l'intelligence artificielle et les professions du droit. Nous allons maintenant pouvoir passer à une autre rubrique de notre émission, Décodage environnement. Dans Décodage environnement, un sujet auquel nous pouvons tous être confrontés un jour dans notre quotidien, la lutte contre les dommages environnementaux de proximité. Vous constatez par exemple une pollution d'un cours d'eau près de chez vous, un stockage illégal de déchets sur un terrain, une augmentation des déchets abandonnés, diffus, mégots de cigarettes, emballages, masques anti-Covid, des dépôts de déchets sauvages aussi qui se multiplient dans votre commune. Alors comment lutter contre ces dommages de proximité qui représentent une menace pour l'environnement quand on sait qu'1 million de tonnes de déchets sont abandonnés chaque année en France? Comment prouver ces préjudices écologiques? C'est un vaste sujet sur lequel nous allons essayer d'apporter quelques repères et présenter les priorités d'action avec Jean-François Moll, président de l'association Gestes Propres, Marine Favre, commissaire de justice, et Marie-Colline Giorno, qui est avocate chez Greenlaws Avocats. Bonjour à tous les trois.
Alors Marie-Caroline Giorno, la notion de dépôt illégal de déchets, plus communément appelé dépôt sauvage, recouvre de multiples infractions dont la caractérisation et les sanctions sont prévues par plusieurs codes. Code de l'environnement, code forestier et même code pénal. Pensez-vous que l'arsenal législatif est suffisant dans ce domaine ? Alors oui, je pense qu'il y a un arsenal juridique qui est très fourni, très riche. Comme vous le disiez, il y a des infractions qui sont dans plusieurs codes, le code forestier, le code pénal, le code de l'environnement. Il y a un délit d'abandon de déchets qui est prévu dans le code de l'environnement, qui est sanctionné d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amende assez importante. En tout cas, ça existe. Et il y a aussi, au-delà de ce dispositif purement pénal, il y a aussi des sanctions administratives qui peuvent être prononcées. Donc pour moi, le corpus existe. Il a été renforcé en plus en 2020 avec la loi AGEC. Donc moi, je pense oui que l'arsenal juridique est là. Par contre, c'est un outil. Et comme tous les outils, il faut aussi apprendre à s'en servir pour qu'il soit efficace. Il faut constater, il faut aussi prouver. On y reviendra dans un instant. Et qu'en est-il des sanctions pour les dépôts sauvages, comme pour les déchets diffus alors ? Alors, les sanctions existent. Maintenant, il faut qu'elles soient appliquées et applicables, ce qui implique déjà de connaître les auteurs de l'infraction, ce qui est loin d'être évident. Il faut qu'il y ait des personnes qui viennent constater les infractions. Et il faut aussi que les sanctions soient prononcées. Donc ça fait quand même beaucoup d'étapes avant que ce soit appliqué, mais pour moi, c'est possible. Il faut juste s'en donner les moyens. Alors, Jean-François Moll, vous luttez avec votre association Gestes Propres, qui existe depuis plus de 50 ans maintenant, sur plusieurs fronts, celui des dépôts sauvages, celui des déchets abandonnés diffus. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre le dépôt sauvage et le déchet diffus qu'on abandonne ? Oui, les deux sont issus d'une incivilité du détenteur du déchet. Mais dans le cas du dépôt sauvage, on a affaire à des dépôts importants, de masse importante, qui peuvent aller du vieux réfrigérateur au gravat à la suite d'un chantier, et dont l'abandon représente quelque chose d'assez conscient. Ça, c'est le dépôt sauvage, donc des objets importants. Le déchet sauvage, lui, se caractérise par le fait que ce sont des petites choses, mais petites dans leur masse, mais pas forcément petites dans leurs effets. Ça va effectivement du mégot à la bouteille de soda, au papier, au masque, etc. Là, bien sûr, il y a toujours cette incivilité du jeteur, qui doit plus ou moins savoir qu'un déchet, c'est quand même mieux dans la poubelle, surtout quand dans nos villes, il y a quand même pas mal de poubelles à disposition, mais qui dit « oh, c'est pas si grave ». Donc il y a une espèce de... Là où c'est plus conscient pour le dépôt sauvage, c'est plus inconscient, du moins le jeteur le pense-t-il, au niveau du déchet sauvage, du déchet abandonné. Et pourtant, ces déchets ont de l'effet, d'abord sur l'agrément du vivre ensemble. Quand même pas agréable de voir des trottoirs souillés par des papiers, des plastiques, etc., même si malheureusement certains s'y habituent. Et puis ensuite, on sait que ces déchets sauvages, parce qu'ils sont légers, sont justement ceux qui sont le plus susceptibles d'être entraînés en cas d'orage et autres vers les rivières. Et on sait que 80% des déchets en mer viennent de la terre. Et ce sont ceux-là, ce n'est pas les frigos qu'on trouve en mer, enfin pas beaucoup, hein, c'est plutôt des bouts de plastique, etc. Donc, et pour terminer là-dessus, c'est vraiment cette histoire de déchets marins, il y a une demi-douzaine d'années, peut-être 10 ans, a été un point de bascule dans nos sociétés pour rejeter, considérer comme inacceptable cette question de déchets sauvages. Avant, on s'y habituait. Oui, d'accord, il y a des bouteilles sur le trottoir, on passe par-dessus. Mais le fait que la mer soit souillée, ça a été quelque chose qui a suscité une véritable révolte. Reste maintenant, et c'est notre boulot à Gestes Propres, de faire ce lien que les gens ne font pas entre ce qui se passe en mer ou dans la nature et leurs gestes sur le trottoir parisien ou ailleurs. Alors, d'un point de vue juridique, maintenant, le législateur a subordonné la réparation du préjudice écologique à la preuve d'un seuil de gravité suffisant, caractérisé par l'expression non négligeable. Le législateur a-t-il été assez loin, de votre point de vue, y compris sur les déchets abandonnés diffus ? Alors, je crois qu'il n'est pas allé assez loin, en dépit de la demande des collectivités locales, des maires,
qui était pour renforcer l'aspect répressif. Quand vous avez une incivilité de ce type, il y a deux grands outils. Le premier outil, qui est celui de mon association depuis 50 ans, qui est la communication et la sensibilisation. Effet sur le jeteur, sans doute assez faible. En revanche, il y a un effet de renforcement du contrôle social autour du jeteur. On aimerait bien, nous, que notre communication crée un malaise autour du jeteur. Si je bouscule une vieille dame dans la rue, ça va aussi créer un malaise. Eh bien, voilà, on aimerait bien... Ça, c'est la première volet, la communication sensibilisation. Notre boulot, il y a un deuxième volet qui est la sanction. Mais enfin, quand même, le maire de Signes, il y a 3 ans, a été tué par un type qui, déposant des gravats ou autre avec sa camionnette, le maire est arrivé pour lui dire, je ne sais pas ce qu'il allait lui dire, enfin bref, le type a démarré en trombe et il l'a tué. Donc ça a eu un effet fort qui a justifié de la part des maires de France une action au moment de la loi AGEC, donc anti-gaspillage et économie circulaire, pour simplifier le régime administratif des amendes. Mais je crois que ce régime n'est pas encore aussi simple qu'il le pourrait. Je crois qu'il rêve un peu d'un régime de style stationnement interdit. On en est loin, on en est encore loin. On va continuer à parler des solutions parce que le ministère de la Transition écologique et l'Association des maires de France sont partenaires de l'association Gestes Propres que vous présidez. Comment faire évoluer la problématique des dommages environnementaux de proximité? Comment limiter tous ces déchets qui arrivent aujourd'hui dans la nature? Alors, j'ai parlé de la communication, sensibilisation, mais c'est qu'un aspect. Notre philosophie, et je dis un mot parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a des déchets abandonnés. Donc on a été cofondateur il y a 10 ans maintenant d'un réseau européen qui s'appelle le Clean Europe Network, dans lequel il y a 14 associations de notre type dans différents pays européens, avec lesquelles on échange nos bonnes pratiques et nos échecs. Et donc ça fonctionne pas mal. Et finalement, en réfléchissant avec eux, on est abouti à cette conclusion que pour vraiment diminuer concrètement, physiquement, je dirais, les déchets sauvages, il fallait une approche intégrée dans laquelle il y ait de la communication, qu'il y ait de l'équipement. Donc il faut que le bon geste, sauf quand on enlève la poubelle, évidemment que le bon geste soit relativement facile, éventuellement de la sanction, du travail avec les acteurs économiques locaux. C'est vrai que si vous avez une restauration rapide, il y a un risque qu'il y ait des déchets un peu partout. Et aussi, dernier point qui pour moi est essentiel, les associations. Alors, il faut voir que dans tous les pays européens, il y a des programmes qui ont une force extraordinaire, qui sont les campagnes de nettoyage d'été. C'est un succès populaire phénoménal. Je le dis d'autant plus à l'aise que moi, j'ai longtemps regardé ça avec perplexité, parce que j'étais dans ma théorie, sur le mois, il ne faut pas jeter. Nettoyer, ça sert à rien, il faut pas jeter. Et puis d'abord, ceux qui nettoient, c'est pas ceux qui jettent, ce qui est tout à fait juste. Mais finalement, c'est tellement fort que on a complètement, au niveau européen, avec nos différentes associations, changé notre fusil d'épaule en disant mais on voudrait utiliser cette force. C'est-à-dire qu'on va aider les gens à organiser les campagnes de nettoyage, mais on va essayer aussi de leur passer le message que c'est mieux de ne pas jeter. Et a priori, ils sont convaincus parce qu'eux-mêmes ne jettent pas. Donc on veut, au travers de ces opérations de nettoyage, mais on est loin du résultat encore, parce que c'est un gros travail, arriver au fait que les gens qui participent au nettoyage, qui sont des gens convaincus, hein, ils deviennent aussi des apôtres de la prévention, la seule bonne prévention qui est de ne pas jeter. Donc voilà, il y a une palette de solutions, et en tout cas, ce qui est important, c'est une approche intégrée, mobilisant l'ensemble des acteurs, les industriels, locaux ou nationaux. Quand je dis nationaux, c'est les gens qui vendent des choses en bouteille ou en emballage, les associations locales, les maires locaux. Voilà. Donc, si tout ce petit monde-là travaille ensemble, en général, on a des résultats effectifs. Hein. On a un programme piloté par l'Association des maires de France qui s'appelle MODA, Mission Zéro Déchet Abandonné, avec des sites pilotes, et on voit des réductions mesurées et concrètes de la quantité de déchets sauvages dès lors qu'on prend cette approche intégrée multi-acteurs. Personne n'a la solution soit tout seul. Pour sanctionner, il
Faut-il encore avoir la preuve? Alors, comment prouver le préjudice écologique et attester que le seuil de gravité est suffisant? On va poser la question à Marine Favre. Se constituer une preuve, ça fait partie évidemment des missions du commissaire de justice qui se rend sur place, qui va observer et va surtout décrire avec beaucoup de précision ce qu'il voit. Donc, il va voir un dommage, il va essayer d'enlever ses œillères et de voir au plus large pour essayer également d'en constater l'étendue. Parce que voir qu'il y a, je pense à des affaires type Lubrizol ou autre, qu'il y a un fait, pas de difficulté, tout le monde a une paire d'yeux pour le voir. Par contre, essayer d'aller qualifier pour aller chercher, pas qualifier, ça c'est le rôle du juge, mais en tout cas d'aller chercher un maximum d'éléments pour que ces faits deviennent des faits juridiques avec des conséquences juridiques consignées dans un acte d'huissier qui est la preuve, si elle n'est pas absolue, en tout cas qui permet d'avoir des éléments suffisants pour rester en justice. Parce que l'idée derrière d'avoir un constat comme ça, c'est de pouvoir aller chercher une réparation, une indemnisation, une compensation, une remise en état, ou à d'autres moments, le commissaire de justice pourrait être utile, notamment sur les questions de réparation et de remise en état avec ces fameux constats qu'on pourrait qualifier de avant-après, parce qu'on parle là du constat dans le cadre d'un dommage, mais il pourrait y avoir tous les constats préventifs. Qu'est-ce qu'on fait pour limiter les dommages? Quel process a-t-on mis en place pour justement contraindre en tout cas le fait imprévisible? Et il y a les constats donc, sur les demandes de particuliers. Donc, vous avez le cours d'eau derrière chez vous, effectivement, qui est pollué. Je le constate tout de suite, je fais appel à un huissier qui vient, etc. Et puis, vous avez d'autres constats un petit peu plus techniques où vous savez qu'il se passe des choses quelque part sur un lieu privé et vous voulez aller chercher une preuve. Ça s'appelle le constat 145, ordonnance 145, qui permet d'aller vraiment plus investiguer encore pour apporter des preuves d'autant plus solides. On va faire réagir Marie-Colline Giorno en tant qu'avocate et spécialiste justement de ces questions. Qu'en pensez-vous? Alors moi je trouve que l'utilisation des constats de commissaire de justice est une vraie plus-value en matière de constatation des infractions ou constatation d'un dommage environnemental, pas forcément d'un préjudice écologique, puisque comme vous le disiez, il faut quand même un seuil non négligeable qui n'est pas toujours atteint sur les petits déchets, c'est plutôt pour les gros déchets, les pollutions presque industrielles. Mais effectivement, nous, les constats des commissaires de justice, on les utilise très fréquemment. Après, ce qu'on recommande aussi beaucoup à nos clients, c'est que les commissaires de justice soient parfois, pour des dommages de grande ampleur ou qui ont une spécificité particulière, de se faire accompagner éventuellement par un bureau d'études pour justement permettre de percevoir l'ampleur du dommage en s'appuyant sur quelqu'un qui a une expertise scientifique dédiée. Alors justement, Marine Favre, est-ce que les commissaires de justice ont une formation particulière dans ce domaine? Alors, les commissaires de justice sont formés au constat, ça fait partie de notre socle de formation initiale. Il existe un nombre de commissaires de justice un petit peu plus teintés environnement qui se sont formés en plus et un réseau a été créé qui s'appelle CJB, commissaire de justice, biodiversité, écosystème, environnement, pour avoir la sensibilité. Donc, je rebondis sur ce que disait Maître Giorno, effectivement, avec des bureaux d'études, des écologues, des géologues, des avocats spécialisés. On nous a un petit peu donné les petits tips pour faire des constats beaucoup plus utiles aux avocats, puisque le constat n'est qu'une arme que l'avocat va pouvoir brandir en audience. Donc, l'idée, c'est qu'il serve au maximum le conflit. Pour nous, il faut nécessairement qu'un commissaire de justice se déplace pour avoir une preuve qui a une véritable force probante et qui soit retenue en justice, que ce soit par les juridictions administratives ou judiciaires. Et nous allons pouvoir maintenant passer à notre décodage immobilier. C'est un sujet particulièrement sensible avant l'été, une question que beaucoup de gens se posent en planifiant leurs vacances pendant l'année. Comment faire pour que la location de maison ne se transforme pas en cauchemar pour les locataires ou pour les propriétaires? Maison non conforme à l'annonce côté locataire ou locataire indélicat qui endommage la maison côté propriétaire. Alors, quelles sont les règles en matière de location saisonnière? Que dit le droit sur ce sujet et comment se prémunir des risques? Pour en parler, Sylvain Grintalou, président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour. Bonjour. Et avec nous également Florian Roussin, commissaire de justice de la Cour d'appel de Poitiers. Bonjour. Bonjour. Alors, première question,
Sylvain Gratalou, quels sont aujourd'hui les principaux risques auxquels doivent faire face les propriétaires immobiliers qui proposent leurs biens en location saisonnière? Alors des risques, ils sont de trois sortes. Évidemment, l'annulation de dernière minute. Pour le propriétaire, c'est toujours un petit peu embêtant. Évidemment, les dégradations qui peuvent surgir et apparaître une fois que les locataires ont quitté les lieux. Et puis, de façon beaucoup plus marginale, c'est le maintien dans les lieux. C'est-à-dire que le propriétaire qui a récupéré ses clés, qui s'aperçoit que tout le monde est encore là et qui a du mal à les faire partir. Alors, s'agissant de l'annulation de dernière minute, on a quand même des techniques qui permettent, en tout cas juridiques, qui permettent d'éviter ces difficultés, que ce soit un acompte, le versement d'un acompte ou le versement des arts. Alors, sachant que souvent les gens mélangent un peu les deux, mais il faut savoir que l'acompte engage le locataire comme le propriétaire, ce qui veut dire que si le locataire renonce à la location, non seulement l'acompte reste dû, mais surtout l'intégralité du loyer pourrait être réclamée. Ce qui n'est pas le cas des arts, où dans ce cas, si le locataire renonce, eh bien, il perd les arts. En revanche, si le propriétaire, lui, renonce à la location, il est amené éventuellement à payer le double des arts. Ça, c'est l'annulation. Concernant la dégradation, là, c'est plus problématique parce que, effectivement, le propriétaire bailleur va récupérer un bien totalement dégradé. Encore faut-il qu'il puisse rapporter la preuve de la dégradation. Et on insiste énormément sur ce fameux état des lieux d'entrée qui doit être mis en lien, en comparaison avec l'état des lieux de sortie. Le problème, c'est que l'état des lieux d'entrée est souvent rapidement fait. En revanche, l'état des lieux de sortie est souvent fait de façon beaucoup plus scrupuleuse dès l'instant où on constate qu'il y a des dégradations et auquel cas on s'aperçoit qu'on va bien au-delà des simples dégradations. Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que vous avez des chiffres sur les dommages que subissent les propriétaires? Des chiffres, non. Des chiffres, non, parce que, en général, nos adhérents se débrouillent par eux-mêmes. Il n'y a pas de difficulté majeure, si ce n'est des petites choses qu'ils arrivent à régler eux-mêmes. En revanche, on a des retours quand c'est très grave. Et là, effectivement, on les dirige immédiatement vers ou bien le commissaire de justice pour des constats d'état des lieux de sortie, et puis, bien sûr, après une procédure. Les propriétaires se protègent suffisamment ou est-ce qu'il y a un effort de pédagogie encore à faire? Ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent très bien qu'il faut d'abord que l'annonce corresponde à la réalité. Alors, lorsqu'on passe par des plateformes ou des intermédiaires, là, ils sont cadrés, donc c'est un petit peu moins dangereux. Ils savent très bien qu'il faut demander un acompte ou des arts. Alors là, il faut leur expliquer un petit peu la différence parce que c'est un petit peu compliqué. Ils savent aussi qu'il faut demander un dépôt de garantie. Alors, on leur précise quand même que le dépôt de garantie ne doit pas être versé avant l'entrée dans les lieux, parce qu'il entre sinon dans le calcul des arts. Donc, c'est-à-dire, en général, on verse 25% d'acompte ou d'art, et si vous avez le dépôt de garantie, vous allez au-delà. Donc, on leur demande bien que ce dépôt de garantie soit versé le jour de la remise des clés, et puis, surtout, qu'ils n'oublient pas de s'assurer. Est-ce que le propriétaire est bien protégé, ou est-ce qu'il y a des failles juridiques? Alors là, on se trouve, à mon avis, dans l'exemple type où on a un décalage entre les exigences juridiques et sa mise en œuvre. Ce serait l'idéal d'être accueilli pour un état des lieux d'entrée. Et là, effectivement, le commissaire de justice peut jouer tout son rôle. Bon, c'est quelque chose de compliqué. En revanche, l'état des lieux de sortie, là, pourrait être assez précieux. Parce qu'il permettrait effectivement de constater les éventuelles dégradations. À condition que l'état des lieux d'entrée, lui, soit fait de façon satisfaisante. Parce que sinon, vous avez un état des lieux qui est sommaire et un état de entrée et un état des lieux de sortie qui, lui, est satisfaisant. Le juge va se faire la simple comparaison entre les deux. Vous ne l'avez pas constaté à l'entrée dans les lieux, vous le à la sortie, s'il y a une dégradation, eh bien là, on va en tenir compte. Si en revanche, les dégradations à l'entrée dans les lieux apparaissent, eh bien on ne pourra pas le revendiquer à la sortie. Est-ce qu'on peut améliorer les choses juridiquement? Est-ce que vous avez des propositions? Alors, la proposition la plus générale serait peut-être déjà qu'il y ait une organisation différente des locations saisonnières, parce que, pour être très clair, mais là le sujet est un petit peu plus large, si les propriétaires bailleurs se dirigent vers les locations saisonnières, c'est qu'ils fuient la location nue, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, il y a une attractivité fiscale qui est évidente, y compris pour ceux qui sont propriétaires occupants et qui, moins de 120 jours par an, ont envie d'augmenter un soupçon leur pouvoir d'achat, qu'ils ne pourraient pas obtenir par des locations nues. Et c'est là où on essaie de les sensibiliser pour leur dire attention, la location saisonnière, c'est pas la location nue, il y a des contraintes, mais en même temps, la réalité économique est là, et que les locataires sont peut-être dans des difficultés, mais les propriétaires aussi
avec les taxes foncières et l'encadrement des loyers, plus tout le reste, se trouvent aussi dans des vraies difficultés financières. Alors, on va passer la parole à Florian Roussin, commissaire de justice au Sables-d'Olonne. Qu'en pensez-vous, vous qui effectuez justement ces états des lieux en tant que commissaire de justice? Alors, on déplore effectivement un nombre de propriétaires qui ne se protègent pas assez. Pour rebondir à ce que vous disiez, les choses, les propriétaires le savent, mais ils ne les mettent pas en œuvre puisque c'est principalement de la faute à pas de chance. Les états des lieux, qu'ils soient d'entrée ou de sortie, on peut les faire d'une manière assez régulière, en tout cas d'une manière assez poussée, que ce soit en tant que commissaire de justice ou en tant que gestionnaire en matière de location saisonnière. Les propriétaires sont trop peu soucieux de l'état de leurs biens et pensent que tout va bien aller. Alors, effectivement, ça reste à la marge, mais on a régulièrement des locataires qui dégradent un peu tout ça. Et c'est là où le commissaire de justice prend tout son sens. Un état des lieux fait par un commissaire de justice va être nécessairement plus précis que par un propriétaire. Et je rejoins ce que disait monsieur tout à l'heure, les états des lieux d'entrée sont trop peu soigneux et il est difficile de les comparer aux états des lieux de sortie qui, généralement, quand on les fait, sont complets. Malheureusement, c'est comme ça. Et je reviens également sur alors je vais appeler ça le squat, en tout cas sur les locataires qui ne partent pas derrière. C'est là où le passage par la case commissaire de justice va être obligatoire, malheureusement, et ça, c'est un problème qu'on rencontre de plus en plus souvent dans nos zones touristiques. Est-ce que les propriétaires de location saisonnière sont protégés contre les squatteurs? Alors juridiquement, il faut quand même rappeler qu'un locataire saisonnier qui se maintient dans un logement n'est pas considéré comme un squatteur. Donc la nouvelle procédure qu'on connaît pour déloger un squatteur en quelques jours ne peut s'appliquer en l'état. Nous sommes obligés de passer par la procédure ordinaire et c'est là où on déplore, alors non pas un vide juridique, mais un manque juridique de ce côté-là. On a une procédure qui n'est absolument pas adaptée à la durée des locations saisonnières aujourd'hui. Et ça, c'est un point qui peut être amélioré juridiquement. Comment se prémunir justement des squatteurs quand on est propriétaire de location saisonnière? Le mieux, à mon sens, est quand même de mettre son bien en gestion, et notamment par un commissaire de justice administrateur d'immeuble, qui lui saura être ferme et saura expliquer la situation aux locataires et aux propriétaires. Mais pour le coup, il faut un intermédiaire impérativement dans ces cas-là. Alors, juste un petit mot, Florian Roussin, puisque votre profession a lancé très récemment le constat de conformité locative pour les propriétaires, particulièrement pour les locations saisonnières, on l'évoquait, pour les propriétaires. Que peut apporter le commissaire de justice aux locataires d'ailleurs et aux propriétaires pour se prémunir de tous ces risques? Malheureusement, nous avons beaucoup trop de propriétaires aujourd'hui qui mettent en location leurs biens, que ce soit dans un logement, enfin dans une location longue durée ou une location saisonnière surtout, qui ne respectent pas les normes de sécurité. Tant sur la hauteur d'une rambarde que sur un tableau électrique, que sur la profondeur d'une piscine éventuellement. Les propriétaires ne le font pas assez. Et c'est là où le constat permet aux propriétaires d'être complètement protégés, et notamment par leurs assurances. Si demain il arrive quelque chose dans une location qui n'est pas conforme, les assurances ne couvriront pas le propriétaire. On peut avoir d'autres exemples, justement? J'ai eu le cas, justement, l'année dernière, d'un propriétaire qui avait mis en location saisonnière une belle maison avec un prix à la semaine qui était assez élevé. Et le local technique de la piscine, c'était des fils électriques partout. Le tableau électrique était presque inexistant. Les fils se baladaient partout, à côté de la pompe et des robinets qui permettaient d'alimenter la piscine. En plus de ça, il y avait un problème au niveau du volet de la piscine, ce qui voulait dire que le locataire nécessairement devait aller dans ce local technique. Et là, en termes de sécurité, si un commissaire de justice était passé par là, il n'aurait pas accepté ça et la location n'aurait pas pu se faire. Notre émission est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a apporté des informations, des idées, des repères utiles. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour une prochaine émission de Code Justice.